man's mother so much as looks at him in a manner that displeases me, you will die. Ne regarde que là où je te dis de regarder. You will love me. Aime uniquement ce que je te dis d'aimer. N'écoute aucune autre voix que la mienne. Ne doute pas de ma parole, parce que douter, c'est mal. Remettre en question, c'est mal. Réfléchir, c'est mal. Ça, c'est le réflexe mental qu'un discours totalitaire essaie d'intégrer par conditionnement dans les méninges de ceux qu'il veut soumettre, afin tout d'abord de faire taire toute opposition, pour, à terme, s'imposer en tant que régime totalitaire qui fera alors disparaître toute opposition. Ce genre de discours et de régime, il y en a toujours eu. Tout comme il y a toujours eu une opposition pour y faire face. Opposition que l'on a, au cours de notre histoire, glorifiée, immortalisée, mais également représentée sous les traits de diverses figures héroïques fictives dans beaucoup d'œuvres fictionnelles qui, pour certaines d'entre elles, ont été traitées sur cette chaîne, ou vont l'être, comme celle qui nous intéresse aujourd'hui, Gladiator. Mais avant, j'aimerais revenir très rapidement sur une œuvre que nous avons déjà abordée en vidéo, Alita. Et plus précisément sur le passage où notre héroïne, pour aller sauver son chéri d'amour qui se trouve en danger de mort, se voit obligée d'interrompre la course de motorball qu'elle est en train de gagner. N'hésitant pas une seconde, elle prend son élan pour sauter hors du circuit et, traversant l'écran géant de retransmission télévisuelle, vole au secours de son amour. Pourquoi ce passage en particulier ? Eh bien, comme toujours avec ma petite personne, la symbolique. Car ce n'est pas seulement l'écran géant intradiégétique qu'elle traverse, c'est également l'écran via lequel nous, spectateurs, sommes en train de regarder le film. En traversant l'écran, Alita brise le 4e mur pour nous rappeler que le spectacle et le divertissement, c'est super, mais pas au détriment de ce qui importe, la réalité. Ici symbolisée par la mise en danger de la vie de son bébé. Avec cette simple mise en abîme, Alita nous rappelle que l'art du spectacle, même s'il sert à nous changer les idées et à nous couper temporairement de la réalité, ne doit pas servir de voile occultant dont le but est de nous cacher la réalité. Ainsi, le film nous pousse à voir plus loin que la surface, que l'image qu'on nous présente. Mais quel rapport avec Gladiator, me demanderez-vous alors ? Eh bien, Gladiator est un spectacle qui met en scène du spectacle, soit une mise en abîme qui, à travers son public intradiégétique, nous renvoie un reflet de nous, spectateurs, un reflet qui, comme nous, s'attache au personnage principal, Maximus, dès lors qu'il en a vu la valeur et pris connaissance des motivations et enjeux personnels. Ainsi, via notre alter ego intradiégétique, le film nous invite à prendre du recul sur nous-mêmes, et donc sur notre réalité, et plus précisément, sur les enjeux politiques que représente le monde du spectacle, via lequel le pouvoir en place, officiel ou officieux, peut influencer sur la perception qu'a son peuple de la réalité, afin de le maintenir dans une illusion propice à son contrôle. Oh là là, mais tu te prends trop la tête, diront certains avant d'ajouter que Gladiator, c'est l'histoire de Maximus, soit le seul mec au monde à qui le collier de barbe va bien, mais surtout un général romain déchu qui veut se venger de celui qui a tué sa famille. Le général qui est devenu un esclave, l'esclave qui est devenu un gladiateur, le gladiateur qui a défié un empereur. Et nous sommes d'accord là-dessus, mais l'un n'empêche pas l'autre. Car en nous contant l'Odyssée de Maximus, le film nous dit, malgré lui ou pas, des tas de trucs. Et attention, je suis pas en train de dire que l'histoire de Maximus n'est qu'un prétexte, comme certaines œuvres actuelles, pour faire passer des messages politiques, mais qu'elle est propice par ses thématiques inhérentes à symboliquement dire encore plus que ce que l'on y voit. Are you not entertained? Are you not entertained? À commencer par la différence entre être un tyran et être inspirant. Être un tyran, c'est écraser les siens, les soumettre par la force, la peur, la terreur, le mensonge, la triche, afin, à l'instar de Commode, d'assouvir un besoin de se sentir plus grand. Do you think I'm afraid? Unlike Maximus the Invincible, who knows no fear. Soit de compenser un manque d'amour-propre, un désamour. My brother hates all the world, and you most of all, because my father loved you, and because I loved you. Voire une haine de soi. What is this enemy you hate so much? Ce que beaucoup assimilent à de l'ego surdimensionné, à tort, car seule une personne dotée d'un ego sous-dimensionné a besoin d'écraser autrui pour se grandir. Et attention, je suis pas en train de dire que tous les gens qui ont un ego fragile ont besoin d'écraser les autres, mais tous ceux qui ont besoin d'écraser les autres pour se grandir ont un ego sous-dimensionné. Mais bref, être inspirant, c'est, à l'instar de Maximus, agir sans arrière-pensée ni calcul. I want you to become the protector of Rome after I die. And you accept this great honor that I have offered you.
With all my heart, no. Par devoir de protection des siens avant tout. 5,000 of my men are out there in the freezing mud. 3,000 of them are bloodied and cleaved. 2,000 will never leave this place. I will not believe that they fought and died for nothing. Siens que l'on ne rabaisse évidemment pas, mais que l'on renforce et grandit. Le tyran, bien caché à l'abri, Have I missed it? Have I missed the battle? fait tout pour garder sa place. L'inspirant, quant à lui, part devant, tout en étant capable de se mettre de côté pour laisser la place à d'autres inspirants plus compétents que lui. I will kill Commodus. The fate of Rome, I leave to you. L'inspirant encaisse les coups et les retourne à l'envoyeur, le tyran donne les coups qui lui reviennent en pleine gueule. Et lorsqu'un tyran se retrouve à la tête d'un pays, cela a des conséquences. À commencer par la plus évidente, l'oppression, que l'on peut voir dans le film, d'une part avec l'élimination de tout opposant politique officiel et potentiel, d'autre part avec, bien sûr, les jeux du cirque qui consistent à regarder des esclaves s'entretuer, et enfin, dernière part, avec Lucilla, la sœur de Commode, contrainte de marcher sur des œufs en permanence. Comme tout tyran qui se respecte, Commode est dans la posture. Il embellit l'image qu'il renvoie aux siens pour compenser la piètre qu'il a de lui-même. He enters Rome like a conquering hero. What has he conquered? Une fausse image de grandeur qu'il se donne ici à travers les jeux du cirque, dont il se sert pour construire une illusion dans laquelle, en tant que grand empereur, il contrôle tout. Ce qui est très bien symbolisé dans ce plan qui nous montre Commode disproportionné par rapport à cette maquette du Colisée dans laquelle il place ses pions comme le dieu infantile qu'il est. Mais, bien que grandiose, cette illusion n'en demeure pas moins, comme sa maquette, fragile. Comme le montre cette séquence, à savoir le premier combat de Maximus au Colisée, soit une scène miroir de la bataille d'ouverture du film. Sauf que là où l'empereur Marc Aurèle, le père de Commode, regardait avec amertume Maximus et sa légion remporter la victoire face aux barbares germaniques, l'empereur Commode regarde avec satisfaction une reconstitution de bataille opposant les Romains, normalement victorieux, aux barbares de Carthage menés par Maximus. Et là où la victoire de Maximus et son armée était prévisible du fait de leur supériorité tactique et matérielle, la victoire des Romains dans l'arène était prévue pour coller à un scénario dans lequel les barbares, n'étant que de la chair à canon destinée à mourir, étaient matériellement désavantagés afin d'offrir au public une vision de grandeur factice. L'illusion dans laquelle Commode essaye de maintenir le peuple, et dans laquelle Maximus, alors relégué au rang d'ennemi, symbolise l'opposition politique diabolisée. Mais une illusion qui, d'abord ébranlée par la victoire surprise des barbares, s'effondre dès lors que Maximus se révèle au grand jour. Une illusion que Commode essaye malgré tout de continuer à entretenir via les jeux du cirque qui, comme on peut le voir dans la version longue du film que j'ai regardé par envie de voir plus loin, coûtent une blinde et conduisent le pays à la ruine. He's selling Rome's reserves of grain. The people will be starving in 2 years. I hope they're enjoying the games because soon enough they'll be dead because of them. Ruine que l'empereur dissimule derrière son illusion qu'il protège par la censure. Comme on peut le voir également dans la version longue, lorsqu'il fait incendier ces artistes de rue qui, le mettant en scène face à Maximus un peu plus tôt dans le film, l'ont tourné en dérision. Ce qui montre que, pour empêcher toute prise de recul sur son illusion, Commode réprime la caricature. Donc la satire, et donc la réflexion. Réflexion déjà symboliquement détruite un peu plus tôt dans le film, en même temps que ce personnage qui, comme on l'apprend dans la version longue toujours, est un scribe. Shouldn't be here. I'm a scribe. I write down words and speak 7 languages. Soit un érudit sacrifié dans l'arène sur l'autel du divertissement. Mais le public, ne s'y trompant pas, sait reconnaître la réalité lorsqu'il la voit. Et lorsque Maximus se dévoile, le poteau rose est découvert. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que le tyran, dans son désir d'écraser celui qu'il aurait voulu être, Commodus the Merciful. ne s'autodétruise. Comme on peut le voir dans cette scène où, symboliquement toujours, il se poignarde lui-même avec sa propre lame. Maximus y laisse malheureusement la vie, mais passant alors de héros inspirant à figure héroïque légendaire, devient l'âme de la civilisation romaine dont l'avenir s'annonce désormais radieux. Alors, bien évidemment, tout le monde sait que dans la réalité, la civilisation romaine s'est effondrée quelques siècles après la période durant laquelle se déroule le récit. Mais l'histoire de Gladiator, même si elle prend place dans notre histoire, n'est pas un récit historique.
C'est un récit mythologique dans lequel la civilisation romaine est sauvée grâce à l'intervention d'une figure héroïque qui, par sa foi en l'humanité et avec le soutien d'autres figures héroïques, la met dans la bonne direction en la libérant de Commode, soit la personnification du côté sombre qui rongeait cette civilisation de l'intérieur. Your faults as a son is my failure as a father. Car l'humanité, représentée ici par tous ceux qui se dressent contre la tyrannie incarnée par Commode, a retrouvé, grâce à Maximus, foi en l'avenir. Et c'est cette dimension mythologique, intemporelle et, bien entendu, humaine, qui fait de Gladiator, au-delà d'une simple histoire de vengeance, un récit capable de toucher tout le monde et n'importe qui, à n'importe quelle époque. Mais c'est également cette dimension mythologique, intemporelle et humaine qui, au cours des années 2000, a été peu à peu désavouée au profit du divertissement dénué de toute épaisseur, faisant du cinéma grand public, durant les années 2010, ce que Gladiator nous avait intrinsèquement dit qu'il ne devait pas devenir, à savoir un écran de fumée destiné à détourner l'attention du public. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo, qui sortira très prochainement. Sur ce, à la prochaine!